Germanes France, la Res Publica, et c'est en effet ce qui m'a passionné. Alors à l'époque, c'était une époque bénie. Je parle à des gens, en effet, qui n'ont pas connu cette époque-là. C'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de chômage. Et c'était une époque où on n'avait pas forcément besoin de faire une école professionnelle. D'abord parce que le métier était moins technique, était moins compliqué, il y avait moins de règles, il y avait moins de concurrence, il y avait moins de tout. Et qu'on se disait qu'on pourrait apprendre sur le tas, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et je serai aujourd'hui aspirante journaliste, je ferai sûrement une école de journalisme et je pense que je viendrai ici. J'ai fait mes débuts à la radio, mes premiers pas à la télé, j'ai été à France 3, à France 2, TF1, j'ai été virée plusieurs fois. J'ai connu le chômage, 2 à 3 ans, et puis j'ai été embauchée par RD Bourges pour continuer justement cette émission qui s'appelait 7 sur 7, d'abord en alternance avec un excellent journaliste qui s'appelle Jean Lanzy. Et puis seul pendant 13 ans, tous les dimanches, 90% du temps en direct, ce qui était d'ailleurs un avantage et une méconnaissance de la profession parce que ça me permettait de ne jamais regarder les émissions que je faisais, ce qui était un soulagement considérable, mais pas du tout professionnel. J'ai eu des joies très grandes, avec une impression qui n'est pas forcément donné une chance à donner à tous les journalistes, qui est d'être une petite souris et de voir quelquefois passer, d'être sur le trottoir et de voir passer l'histoire dans la rue. Voilà, avec quelques invités qui ont laissé des traces, que ce soit bien sûr François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, tous les présidents, enfin, Lionel Jospin, Helmut Kohl, qui a fait une émission très émouvante sur son émotion d'être européen, parce que pour lui l'Europe était une garantie contre les démons qui pouvaient guetter l'Allemagne, et c'était très émouvant. Bill Clinton, Hillary Clinton, Gorbatchev, juste au moment où l'Union soviétique basculait et où il perdait le pouvoir, Jacques Delors, que je voudrais citer ici pour un espoir formidable qu'il avait fait naître et une émission qui restera, je crois, dans les mémoires et pas seulement dans celle de Martine et de moi. J'ai quitté cette émission pour des raisons éthiques qui ont un conflit d'intérêts sur lequel éventuellement je pourrais revenir si ça vous intéresse. J'ai passé presque toute ma vie professionnelle à la télévision, mais j'ai toujours une passion pour la radio. D'ailleurs, j'aurais fait les 3 grandes, RTL, Inter, Europe. Et puis pour les technologies nouvelles, j'ai lancé la structure digitale de TF1 en 1997, alors que TF1 à l'époque ne connaissait rien à Internet et avait tout juste un petit site d'information. Mais surtout, il y a 2 ans et demi, on a lancé en France le Huffington Post. Le Huffington Post, c'était un pari. Le nom était imprononçable. D'ailleurs, je ne citerai pas le nom du ministre que j'ai vu l'autre jour qui m'a dit « ça marche toujours ton truc, le Huntington ?» et donc je lui ai dit que Huntington était plutôt synonyme de conflit de civilisation et que moi je l'espérais au contraire essayer de les faire vivre et de faire vivre des opinions contradictoires. Donc Huffington, je vous le répète, je fais de la promo, moi aussi. Donc ce site, au départ nous étions 9, nous sommes aujourd'hui 19, je ne le dis pas trop fort parce que Louis Dreyfus, patron du Monde et directeur de la publication, et actionnaire du Huffington Post, m'écoute et les batailles pour les embauches, je ne vous raconte pas. Alors aujourd'hui c'est un vrai succès, c'est une passionnante évolution du métier. D'abord c'était passionnant de lancer un journal, c'était la première fois que la chance m'en a été donnée, c'était un journal qu'on a lancé en pleine campagne présidentielle, ce qui était intéressant à tout point de vue. Et par ailleurs, nous en avons fait un succès, je touche du bois ce qui n'en est pas, pour l'instant, puisque nous sommes dans le top 10 des sites d'information. Nous sommes en tête des sites d'information dites pure player, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à un autre média, et nous commençons à jouer, non pas dans la cour des grands, je rassure là aussi de Dreyfus, non pas dans la cour du Figaro, du Monde ou de Nouvel Observateur, mais pas loin derrière quand même, et nous grattons quelques millions de visiteurs uniques, puisque nous sommes bientôt à 4 millions de visiteurs uniques par mois. Les recettes, et là ça vous intéresse parce que c'est ce mélange assez nouveau d'actualité chaude, de ton un peu décalé, de tribunes appelées blog, qui est un nom impropre, mais c'était le nom qu'avaient choisi les Américains, et c'est pourquoi de tribunes
qui sont un peu plus sérieuses, mélangées à des informations plus divertissantes, et surtout une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon d'être branché sur l'actualité. Là aussi, je ne développe pas. Si ça vous tente, je répondrai à vos questions. Et puis, pour boucler la boucle, je suis retournée à Europe 1. Europe 1 cette saison avec une interview de 20 minutes le samedi matin, qui fait un peu haut de gamme, et vous voyez la boucle est bouclée. Il ne me reste plus beaucoup de choix, plus beaucoup de médias, et je n'aurai plus après que la retraite. Alors, quelques mots sur les évolutions du métier. D'abord, je voudrais dire que ce métier s'est considérablement féminisé. Et ça, c'est un acquis considérable. Quand j'ai commencé dans le métier, et notamment à Europe 1, je me souviens du directeur de l'information, qui est un homme que je respectais profondément, qui était un grand journaliste, il s'appelait Jean Gorini, qui était juste un peu misogyne, et qui m'avait commencé par me dire: vous êtes une femme, vous avez des diplômes, vous n'avez jamais travaillé, vous ne ferez donc jamais rien chez moi. C'était une entrée en matière un peu difficile, et je dois dire qu'à l'époque, les femmes étaient cantonnées au journalisme féminin, à la santé, à la vie pratique, à la cuisine, à la décoration, mais n'avaient pas le droit d'aller sur des sujets de type régalien, c'est-à-dire la politique étrangère, l'économie. Elles n'étaient pas du tout acceptées ni souhaitées. Mais depuis, il y a une révolution considérable dans le métier. Je crois que c'est une des professions aujourd'hui qui est le plus féminisée, et vraiment presque à parité. Aujourd'hui, dans les rédactions, et dans cette école, je sais que c'est le cas aussi, il y a autant de filles que de garçons, même souvent plus. Les femmes ont conquis les postes les plus avancés en matière de journalisme, qui sont les correspondants de guerre. Je crois que l'étape, la première, ça a été pendant la première guerre d'Irak, où pour la première fois, on a vu des femmes sur le terrain, des femmes qui risquaient leur vie aux côtés des hommes pour nous informer et qui étaient vraiment des correspondants de guerre. Donc aujourd'hui, cette barrière infranchissable du journalisme dit sérieux, qui était réputé être pour les hommes, et du journalisme de confort, qui était celui des femmes, je crois est vraiment tombée. Et ça, c'est peut-être l'évolution intérieure à la profession la plus essentielle et la plus remarquable. Quand j'ai commencé, il y avait 3 chaînes d'information et pas d'Internet. Puis j'ai connu 6 chaînes, et puis aujourd'hui des centaines de chaînes et des milliers de façons de consommer l'information. Avec une question, certes le public aujourd'hui est sur-informé, est-il toujours bien informé? Je reviens de partie, c'est court. Surinformé, en effet, il y a abondance de sources d'information. Les radios, les télégénéralistes, les chaînes d'information continue, l'Internet sur ordinateur, sur la tablette, sur le mobile, les alertes que vous pouvez vous mettre à tout moment. À tel point que, oui, les montres connectées bientôt, les montres Google, on attend avec un peu de terreur, parce que c'est pas extrêmement élégant, mais enfin, ça sera peut-être très efficace, et les lunettes Google. Donc, ça ne cesse, et la voiture bientôt connectée, enfin, ça ne cesse de nous baigner dans un bain d'informations permanent. Du coup, ça démode ce qui paraissait indémodable. Et je voudrais dire là à quel point le sacro-saint journal télévisé de 20 heures me semble presque une antiquité. Qui aujourd'hui peut attendre le journal télévisé de 20 heures en se disant « je ne sais pas ce qui s'est passé depuis 20 heures la veille ». C'est impensable. On est environné d'informations, on l'a à tout moment, et se mettre devant sa télévision pour 35 minutes, pour écouter un journal télévisé qui finalement nous résume ce qu'on sait déjà, ou alors nous donne des reportages qui ne sont pas toujours de notre intérêt premier, me semble aujourd'hui quelque chose qui demeure, parce que c'est quand même très regardé, mais qui demeure à titre de survivance d'un métier, à mon avis, qui ne durera pas. Est-ce qu'on est bien informé? Dans l'ensemble, oui, on est quand même bien informé. Et selon, justement, comme l'a fait Martine tout à l'heure, les journalistes sur le terrain qui prennent beaucoup de risques, et on le voit tous les jours, français ou étrangers, reporters de guerre. Seulement aussi les journalistes d'investigation qui, en effet, vont quelquefois chercher l'information là où ils espèrent la trouver et où certains ne voudraient pas qu'on la trouve. Avec des limites au genre, et à condition que ça ne devienne pas des enquêtes de police.
Il y a quelques dangers quand même à l'information telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est que d'abord n'importe qui peut se faire journaliste, avec des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est clair, c'est qu'aujourd'hui on sait tout ce qui se passe dans le monde. Il y a quelques mois, il y a un peu plus d'un an, place Taksim, en Turquie, on avait immédiatement les images des étudiants sur place qui nous donnaient les reportages et les images de la police qui les chargeait. Il y a quelques semaines, quelques jours même à Hong Kong, il suffit d'un réseau 3G ou 4G ou d'un réseau Wi-Fi et l'information circule. Et ça, comparé à une époque où l'information était embrigadée, était fermée dans des frontières, et quelque chose qui a révolutionné, j'espère, la planète. Et c'est pour ça que l'information est d'abord la démocratisation. L'inconvénient, bien sûr, il y en a. La vie privée n'existe plus. Un petit incident devient une grosse info, qui sera oubliée d'ailleurs dans l'heure qui suit. Et ça, c'est les dangers sur lesquels je reviendrai de l'immédiateté, peut-être, de l'information. Les chaînes d'information continue, je ne dirais pas la même chose que Hervé Bourges, parce que je lui reconnais beaucoup de mérites, et notamment celui de nous informer. Au moment où on rentre et qu'on branche XCI, qui j'espère va continuer à demeurer, parce que ce serait triste qu'une chaîne d'information ferme. LCI, ITV, BFM nous informent, et nous savons ce qui se passe. Avec les dérives aussi. Et les dérives, c'est quelquefois on mouline l'information simplement pour meubler, parce que le journaliste il a besoin de garder les auditeurs et les téléspectateurs et il planque devant Matignon où il y a une réunion avec les partenaires sociaux et il ne se passe rien pendant des heures et on le retrouve tous les quarts d'heure et il nous dit je vous rappelle dès qu'il se passe quelque chose et il se passe d'ailleurs peu de choses, enfin on espère quand même qu'il se passe à la fin, mais en tout cas c'est le danger des chaînes d'information qui nous abreuvent. Peut-être un peu trop, c'est le danger de la surinformation qui a ses mérites. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une source d'information pour beaucoup. Le seul problème, c'est qu'ils propagent à égalité une rumeur et une information, une malhonnêteté comme une vérité. L'autre jour, dimanche, pendant la manif pour tous, il y a eu une photo d'enfant bâillonné qui a circulé partout sur les réseaux, que tout le monde reprenait. Et puis en vérifiant, c'était une image qui avait plusieurs mois, qui était une photo de plusieurs mois, qui avait été prise en région et pas du tout dans les cortèges. Et donc, c'est un exemple là de cette semaine, mais qui montre à quel point une information peut se propager à toute allure et que finalement elle ne soit pas une exacte vérité. Je ne parle évidemment pas des mauvaises actions, bien évidemment, que peuvent faire circuler les réseaux sociaux. Je pense évidemment à ces images atroces que pour ma part je n'ai pas regardé, j'espère que vous n'avez pas regardé des vidéos d'exécution de l'État islamique en Irak. Mais il y a aussi d'autres mauvaises actions, c'est que des hackers aujourd'hui solitaires peuvent déclencher des choses graves, des paniques, des incidents. Je pense à l'incident qui est arrivé, plus qu'un incident, rue 89, qui a été victime d'un hacker totalement cinglé, il faut le dire, qui a menacé des familles de journalistes et qui a peut-être sur la conscience la mort de la famille de l'un d'entre eux, du père de l'un d'entre eux, qui avait certes des fragilités cardiaques, mais enfin, à qui on avait annoncé la mort de son fils et qui en a fait, bien entendu, un arrêt cardiaque. Et donc, il y a des dangers. Il y a des dangers quand les pirates, quand les irresponsables prennent le contrôle. Si bien que, au grand public, il y a une conclusion provisoire qui s'impose, c'est qu'il faut faire confiance, au fond, comme dans la presse traditionnelle, à des marques. À des marques où le label permet de dire que l'authenticité est vraie, que l'information est donnée par de vrais journalistes et qu'elle a été validée, vérifiée par des rédactions. Et ça, je crois que c'est essentiel. Il faut s'abreuver à toutes les sources d'information, mais il faut être sûr que les bons modèles véhiculent la bonne info. Alors les dangers qui guettent le métier de journaliste, je vais les évoquer assez vite, et je ne parlerai pas des dangers économiques qui menacent la presse papier et qui introduisent une profonde transformation du marché de la presse.
Je vais rester sur le métier